Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus malgré les premiers rayons de soleil qui nous attirent sur le canal. D'abord remercier les associations du 10e partenaire de cet événement de l'accord, le CRM 10, le MRAP Paris, ensemble nous sommes le 10e, Attaque Paris Centre, la Ligue des droits de l'homme, droit d'urgence et évidemment avec le soutien de la mairie du 10e. Alors en fait on a voulu dans le cadre de ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, d'inscrire ce débat, cette rencontre dans le cadre d'une actualité qui est celle notamment des élections européennes qui auront lieu en juin prochain. Et pour cela, on a intitulé cette rencontre « L'Europe à l'épreuve des droits des femmes » et pour cela, on a fait appel à des femmes remarquables, engagées, qui par leur travail sur le terrain, de différentes manières, elles se présenteront aussi plus avant tout à l'heure, mais vont pouvoir nous éclairer sur ces enjeux. Alors il y en a deux d'entre elles sur le plateau et puis il y a une camarade féministe d'un mouvement que je présenterai tout à l'heure qui nous rejoindra en visio depuis Istanbul. Alors les personnes autour de moi sont donc Anna Matteoli qui est directrice du CIDFF du Bas-Rhin. Je suis strasbourgeoise, donc j'ai fait venir un peu Strasbourg ici aussi, mais pas que. Anna Matteoli est aussi chargée d'enseignement à l'université, mais surtout, elle est experte de la Convention d'Istanbul, et ça, c'était précieux pour ce soir. Il y aura également, comme je vous le disais en visio, Célimel Brugezet, qui est membre du conseil d'administration de Network Wave, qui est un regroupement de femmes contre les violences en Europe, et également membre de l'association Mor Çatı, Fondation de refuge pour les femmes à Istanbul, et comme je disais, elle se connectera avec nous tout à l'heure. En vert, Camille Garbi, qui est artiste plasticienne et photographe, et sa pratique artistique est liée essentiellement à des sujets contemporains tels que les violences de genre et les questions migratoires. Et avant son intervention, on aura le plaisir de voir un reportage photographique, un film photographique qui s'appelle Preuve d'amour et dont on pourra échanger tout à l'heure. Alors avant de donner la parole à Anna Matteoli, aussi dire quelque chose des deux associations que je représente ce soir, puisque je m'exprime ce soir en tant que vice-présidente de l'accord, mais également en tant que directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Vous connaissez sans doute cette fédération à travers le numéro de la ligne nationale d'écoute qui est le 3919. Et c'était important d'avoir ce regard croisé parce qu'à la Fédération nationale Solidarité Femmes, on travaille notamment avec des femmes victimes de violences conjugales à travers un réseau de 81 associations sur l'ensemble du territoire. Et donc toutes les femmes qui appellent la ligne nationale du 3919 sont orientées soit vers des associations de notre réseau, soit vers des associations justement du CIDFF pour avoir un accompagnement juridique ou des places d'hébergement. Au niveau de l'accord, cela fait plus de 40 ans maintenant que l'association existe et elle s'est construite essentiellement sur la lutte pour les droits des personnes étrangères. Au départ, les originaires de Turquie. Aujourd'hui, on est inscrit dans une approche de droit commun. Et assez rapidement, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait un angle mort, c'était celui des femmes. Et donc, depuis très longtemps déjà, l'accord a un secteur femmes avec des salariés qui travaillent dans ce domaine-là pour pouvoir porter aussi la double problématique dont sont victimes les femmes étrangères à travers ce parcours de la combattante, notamment sur les démarches administratives qu'elles subissent. Et donc, à l'accord, on a différentes actions en direction des femmes, que ce soit des ateliers sociolinguistiques, de la médiation socioculturelle, des permanences de prévention de la violence et puis aussi des espaces plus ludiques informatifs comme le Café des femmes ou les sorties culturelles. Alors à la fin de la soirée, plusieurs membres de l'association seront là. Si vous avez des questions et des attentes, n'hésitez pas. On a également prochainement un grand festival du cinéma de Turquie qu'on organise depuis longtemps, puisque c'est la 21e édition cette année. Et il y aura aussi dans ce festival une approche avec des films féministes. Voilà, maintenant je vous ai dit un peu tout cela. Revenir sur l'objet de cette soirée. Il est évident que depuis MeToo, en 2017, au niveau international, il y a eu une forme d'ébranlement à nouveau du patriarcat, mais on pourrait considérer un ébranlement relativement relatif, puisqu'on le remarque en France, il est encore très compliqué de faire entendre la parole des victimes. Évidemment, les choses ont énormément changé,
dire qu'on est encore en train de vivre cette époque MeToo. Il n'y a qu'à voir les derniers propos de Juliette Binoche et comment, effectivement, elle a pu aussi prendre la parole et montrer comment, dans le monde du cinéma, la question notamment de la pédocriminalité était encore largement inscrite dans cette culture du viol à la française. Alors évidemment, des choses changent. Le baromètre personnel que moi j'ai, c'est celui de la littérature féministe. Il y a 25 ans de cela, quand on allait dans les librairies, eh bien, il fallait se mettre en quatre, aller en dessous des rayons pour aller trouver Simone de Beauvoir, Benoît de Groot ou Monique Wittig. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle librairie de quartier, vous avez la littérature féministe, et je ne parle même pas de toutes ces librairies où vous pouvez avoir de la littérature spécialisée sur les questions de genre. Donc les générations qui arrivent sont beaucoup plus abreuvées que les nôtres déjà d'un discours de déconstruction de ce système patriarcal. Donc on s'inscrit aussi dans ce contexte-là. Au niveau de la France, vous avez sans doute évidemment suivi le Grenelle contre les violences, les grands discours également sur la grande cause nationale. Et là, on se retrouve dans des injonctions paradoxales, puisque malgré les discours politiques forts du fait d'inscrire la France à l'avant-garde de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, eh bien, vous avez dû suivre, il y a 2 semaines, on nous a annoncé des baisses drastiques pour les associations, notamment féministes, dont le budget est déjà le plus petit budget de l'État. Donc on est dans ce moment un peu contradictoire où dans le même temps il y a des avancées et dans le même temps il y a des restrictions budgétaires et le en même temps est relativement significatif de ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas faute dans nos organisations d'alerter les pouvoirs publics parce que la situation des femmes est toujours aussi alarmante, que ce soit en France ou en Europe. Alors je me suis dit que je vous donnerais quand même quelques chiffres pour éclairer ce propos. En 2022, ce sont près de 250 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales, soit 15% de plus que l'année précédente. C'est 118 féminicides. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les féminicides, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Il y a aussi toutes ces femmes qui sont forcées au suicide dans le cadre de violences parce qu'elles n'ont aucune issue et elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et on n'a aujourd'hui aucun chiffre sur les femmes qui sont et qui restent handicapées, en situation de handicap, suite à des violences conjugales. En France, c'est une femme qui est victime de viol toutes les 7 minutes. C'est une femme sur 6 qui fait son entrée dans sa sexualité dans un rapport non consenti et non désiré. C'est 91% des cas de violences sexuelles dans le cadre duquel les femmes connaissent leurs agresseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace le plus dangereux aujourd'hui pour les femmes, que ce soit en France ou en Europe, ça reste le domicile familial et l'entourage proche. À temps de travail égal, les femmes continuent en France à toucher 17% de moins que les hommes. Et en Europe, les chiffres sont relativement similaires. Une femme sur 5 a déjà subi une forme de violence physique ou sexuelle. Une femme sur 5. Une femme sur 20 déclare avoir été violée depuis l'âge de 15 ans. Et une femme sur 3 a subi des comportements psychologiques de la part d'un partenaire ou d'un ex-partenaire. Alors, vous le voyez, ces chiffres, effectivement, ils sont relativement accablants. Ils prouvent aussi qu'on est dans des violences qui sont en général cumulatives et répétitives et qui s'inscrivent dans un système de rapport de domination. Alors évidemment, il y a en Europe, heureusement, des pays qui sont précurseurs. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de l'Espagne, qui, depuis les lois Zapatero et notamment la loi cadre, et je crois que Anna revient d'Espagne d'ailleurs, elle pourra nous en dire quelque chose, a vraiment montré que quand les gouvernements décident de mettre des moyens et décident de porter des lois cadres, c'est-à-dire des lois globales, où on s'attaque à la justice, à la santé, à l'éducation, à la lutte contre les violences, eh bien on a des résultats, puisqu'aujourd'hui l'Espagne a en moyenne 40 féminicides par an. Donc la question des moyens est essentielle dans le débat qu'on va porter, mais ce n'est pas seulement la question des moyens, c'est aussi la question du changement de mentalité et des outils qu'on a aujourd'hui pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Alors les outils, on en a plusieurs. On va parler essentiellement de la Convention d'Istanbul, mais vous avez entendu parler sans doute de la directive européenne aussi, qui a été adoptée il n'y a pas longtemps. Elle a fait polémique puisque la France s'est associée au même vote que la Hongrie pour ne pas inclure la notion de consentement dans la définition du viol.
Donc voilà, c'est du coup un article 5 qui n'a pas été voté du fait de la Hongrie et de la France. Mais il y a plusieurs initiatives qui existent parallèlement. Il faut savoir que depuis 1979 déjà, Gisèle Halimi avait mis en place une clause de l'européenne la plus favorisée qui consistait à regarder l'ensemble des politiques publiques qui existaient en Europe pour essayer d'en faire un bouquet de ce qui serait le plus favorable aux femmes en Europe et de pouvoir le présenter lors des élections européennes à chaque fois depuis 1979. Et ce mouvement continue aujourd'hui. Ce mouvement qui a été lancé par Gisèle Halimi en 1979 continue à travers une association qui continue à porter ce message-là. Et donc on a des mouvements féministes qui sont encore très largement mobilisés sur cette question des femmes en Europe. Alors cette élection du 9 juin 2024, elle n'est pas sans conséquences pour nous. On le sait, la montée de l'extrême droite en Europe est relativement conséquente. Il y a aujourd'hui 7 pays dans l'Union européenne, sur 28 quand même, qui ont des gouvernements dont les coalitions sont clairement de droite extrême ou d'extrême droite. Pour ne pas les citer, la Hongrie, la Pologne, l'Italie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et l'Autriche. Et on le voit, c'est une élection malheureusement qui intéresse très peu, l'élection européenne. Et on sait qu'en France, dans les derniers sondages, à 31%, le RN est placé en tête de ces élections européennes. Si je cite ces chiffres-là, c'est parce qu'on sait que ce vote-là peut avoir des conséquences dramatiques pour les femmes. Parce que malgré le fait qu'il y ait plusieurs leaders d'extrême droite qui sont aujourd'hui des femmes, eh bien, derrière ce vernis d'une pseudo-représentation des femmes à travers les leaders femmes, on sait que les politiques publiques qui suivront seront des politiques d'enfermement des femmes dans l'espace privé. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vais laisser Anna nous parler de la Convention d'Istanbul qui a été ratifiée donc, en 2014 et dont on fêtera les 10 ans à l'automne. Et ensuite, on donnera la parole à la Turquie, puisque cette convention qui malheureusement porte le nom de Convention d'Istanbul, eh bien, par un choix politique, la Turquie s'est retirée de manière unilatérale de cette convention, ce qui est un drame aujourd'hui pour les femmes en Turquie. Voilà, Anna, je te laisse la parole. Je vais reprendre ce micro. Je sais qu'il... Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'être ici ce soir avec vous pour plein de raisons. Déjà pour le sujet, c'est un sujet d'importance et on va pouvoir en discuter ensemble. Après, bien évidemment, c'est un plaisir puisque c'est l'occasion de revoir Minet et c'est toujours intéressant d'avoir ce plaisir-là dans ce type de conférence. Et puis également, j'aurais aussi le plaisir de revoir le travail de Camille qui m'avait beaucoup plu à Strasbourg. Donc, je sais que Minet adore le droit. C'est sa passion. Et elle m'a dit que vous aussi, vous adoriez le droit, donc c'est pour ça que je vais faire une intervention juridique. En fait, dans cette intervention, ce que je voudrais déjà dire, c'est que les violences faites aux femmes et les violences domestiques ont été prises en compte très tardivement par le législateur français. C'est essentiellement à partir de la fin des années 1990 que différentes lois se mettent en place pour protéger, réprimer. À titre d'information, ce n'est qu'en 1994 qu'on considère qu'une violence commise par son conjoint doit être traitée de manière plus sévère qu'une violence commise par quelqu'un de non connu. Donc en France, c'est pris en compte de manière très tardive. Il en va également de même au sein du droit européen des droits humains. Alors le droit européen des droits humains, vous verrez, c'est essentiellement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, j'en dirai quelque chose après, et cette fameuse Convention d'Istanbul. Et là, on peut déjà se dire que c'est quand même intéressant de voir qu'elle s'appelle Convention d'Istanbul, c'est parce qu'elle a été signée à Istanbul en 2011. Elle s'appelle toujours Convention d'Istanbul, mais comme tu l'as précisé, la Turquie s'est retirée de cette convention. Donc avant de continuer, je voudrais faire un tout petit point terminologique, puisque j'ai parlé de violences faites aux femmes et de violences domestiques. Je vais reprendre des définitions qui sont dans la Convention d'Istanbul. Si vous voulez aller voir, c'est l'article 3. Donc les violences faites aux femmes, elles sont comprises comme une violation des droits humains dans la Convention d'Istanbul, et c'est compris aussi comme une forme de discrimination à l'égard des femmes. C'est très important, puisqu'on fait tout de suite le lien avec l'égalité femmes-hommes.
et ça désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. Et là aussi, c'est un apport important de la Convention d'Istanbul. C'est la première fois que dans un texte international, on met en avant les violences économiques. Ensuite, les violences domestiques, ce sont tous les actes de même nature qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou qui sont commises par un ex. Donc, vous verrez que dans mon intervention, je serai plutôt sur les violences domestiques et je serai plutôt sur les violences au sein des couples. Et ça me semblait important de faire ce point terminologique. On verra que la Cour européenne a un rôle dorénavant très important en la matière, et puis la Convention d'Istanbul a également un rôle important. Et dans le temps qui m'est donné, je vais essayer de vous montrer que les apports de ces deux sources juridiques ont un effet au quotidien pour toutes les femmes en France. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber mes feuilles. Donc, peut-être aussi à titre de rappel, la Cour européenne des droits de l'homme, donc elle est là pour veiller à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme que les 46 États du Conseil de l'Europe ont signé et ratifié. Jusqu'à peu, il y en avait 47, mais vous savez que la Russie s'est retirée du Conseil de l'Europe. Dorénavant, il y a 46 États. Comme je vous disais, la Cour européenne a pris en compte les violences au sein des couples de manière tardive, mais aujourd'hui, il est clair que les États ne peuvent avoir une attitude passive en la matière. Les États ont des obligations en signant cette convention, en la ratifiant. Ils doivent prendre des mesures législatives appropriées, ils doivent créer des structures indispensables et en fait, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la garantie des droits humains. Le premier arrêt de la Cour date de 2007, donc c'est très récent. C'est la première fois que la Cour s'est dit on doit se préoccuper de ces questions. Et c'était un arrêt qui a concerné la Slovaquie, c'est donc l'arrêt Controva contre Slovaquie de 2007. Les faits étaient les suivants. Une requérante, ah oui, normalement à ce moment-là il devait y avoir une musique slovaque, merci. Ici, la requérante a porté plainte contre son mari pour l'avoir agressée et battue avec un câble électrique. Son mari l'accompagne au commissariat pour qu'elle retire sa plainte. Et la police l'aide à retirer sa plainte. Fin décembre 2002, le mari tue les deux enfants. Et madame, au niveau de l'État slovaque, n'obtient aucune réparation. Ici, la Cour a dit que la Slovaquie avait violé un article de la Convention, l'article 2, le droit à la vie, car les autorités ont manqué à leur obligation de protéger la vie des enfants. Ici, le grand enseignement de cette jurisprudence, c'est que les États doivent faire quelque chose. C'est un peu résumé rapidement, mais ils ne peuvent pas avoir une attitude passive. J'ai choisi 4 arrêts. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est un arrêt très important, c'est Opus contre Turquie de 2009. C'est un arrêt peut-être connu. Ici, les faits étaient les suivants. Pendant des années, la requérante et sa mère étaient agressées de manière grave par le mari de la requérante. Il y a eu différents faits. Elles sont allées porter plainte. La plainte a été retirée sous la menace du mari. Il a essayé d'écraser madame avec sa voiture. Il a eu juste une amende. Et puis finalement, il a tué sa belle-mère. Et là aussi, il a eu une peine qui n'était pas très importante. Ici, là aussi, la Turquie, on a considéré qu'elle avait violé les articles de la Convention, mais surtout, ce qu'on retient, c'est que la Cour dit que la violence était subie par les deux femmes parce qu'elles étaient femmes. Donc c'est vraiment, j'insiste peut-être lourdement, mais c'est un apport très important. La Cour nous dit que les femmes sont les principales victimes des violences. Donc, premier arrêt
les États doivent faire quelque chose. Deuxième arrêt, il doit y avoir une attention particulière aux femmes qui en sont les principales victimes. Troisième arrêt, c'est un arrêt contre l'Autriche. Donc vous voyez, tous les États sont concernés. C'est un arrêt de 2021. Ici, la Cour précise ce que les États doivent faire. Donc je répète, dans le premier, on nous dit les États doivent faire. Après, on nous dit c'est les victimes, c'est les femmes les principales victimes. Et dans cet arrêt, on va plus dans les détails. On nous dit que les États doivent faire une évaluation des risques exhaustive et qu'ils doivent prendre des mesures de protection et d'interdiction. Ils ne peuvent pas se contenter de la parole de la victime, ils doivent, avec des outils appropriés, faire une évaluation des risques. J'ai menti, il y a 5 arrêts. Un autre arrêt, parce qu'il fallait quand même un arrêt qui condamnait la France. Là, c'est un arrêt qui condamne l'Italie en 2022. En matière de violence au sein des couples, quand on parle des enfants, il y a un espèce de stéréotype qu'on n'arrive pas à mettre à mal, c'est de dire qu'un conjoint violent peut être un bon père. Et il y a beaucoup de décisions en droit français qui mettent en place des droits importants pour le père, avec des droits de visite, alors qu'il a été condamné pour des violences graves sur la mère et aussi sur les enfants. Ici, dans cette affaire, les enfants devaient voir le père, alors qu'ils étaient victimes de violences de la part du père et la mère était également victime, dans un lieu où il n'y avait aucune protection pour les enfants. Et la Cour considère que l'Italie a violé la Convention parce qu'elle n'a pas su protéger les enfants. L'idée, c'est que dorénavant, la protection des enfants prime les droits du parent violent. Donc on se dit, oui, ça concerne l'Italie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces arrêts s'appliquent de la même manière aux 46 États. Une fois qu'un principe est mis en place, il s'applique dans tous les États. Donc la France est aussi soumise à ce nouveau principe qui est de dire, quand il y a des violences au sein des couples, il faut avoir une attention particulière quand on met en place des mesures relatives à l'autorité parentale. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, on considère que l'intérêt de l'enfant est rempli par le fait d'avoir 2 parents. Ça change tout doucement et cet arrêt participe d'un changement de paradigme par rapport à ça, pour vous montrer un peu l'intérêt de telles décisions. Pour finir, et pour vous montrer l'importance de la jurisprudence, la France a été condamnée en janvier 2024. C'est un arrêt qui s'appelle Allais contre France. Ici, une femme avait été condamnée donc en France, pénalement, pour diffamation publique à la suite d'allégations de harcèlement et d'agression sexuelle dirigées contre le responsable de l'association dans laquelle elle travaillait. Elle avait envoyé un mail pour parler de ces faits à ses collègues, à une personne extérieure à l'association. Et donc le responsable avait porté plainte pour diffamation. Et en France, donc première instance, appel, Cour de cassation, l'État français a considéré que oui, elle devait être condamnée pour diffamation. Donc elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ça me permet de dire qu'on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme quand on a épuisé toutes les voies internes. Donc en France, première instance, Cour d'appel et Cour de cassation. Et ici, la Cour a dit que la France avait violé la Convention, un article qui est l'article 10, la liberté d'expression, puisque cette condamnation pénale avait un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux présents à l'espèce. Cet arrêt, il me semble qu'on peut l'utiliser dans les débats récurrents sur la présomption d'innocence. On sait que de nombreuses personnalités des médias, du cinéma, tu en parlais, sont mis sur la sellette pour des actes qu'ils auraient commis, et on va avoir des arguments de dire oui,
mais on ne peut pas en dire plus parce qu'il y a la présomption d'innocence. Je pense qu'on peut utiliser cet argument-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre trop de contraintes juridiques dans ces affaires-là, sinon personne ne va rien dire. Et c'est ce que nous dit cette affaire. Donc je pense que cette jurisprudence de la Cour peut sembler un peu lointaine, peut sembler un peu technique, mais on voit les effets finalement assez vite dans notre quotidien, donc par rapport au droit, bien évidemment, l'autorité parentale, mais aussi par rapport à ces faits médiatiques. Donc la Cour, finalement, a une approche féministe des violences, car elle va les lier au rapport de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Pourquoi je dis qu'elle a une approche féministe? Eh bien, je me réfère à l'affaire Opus contre Turquie de 2009, où elle dit que ce sont des violences qui touchent principalement les femmes, et on le prend en compte dans notre affaire. Donc, ça serait aussi intéressant que peut-être l'État français ait une approche un peu plus féministe des violences faites aux femmes, puisque en France, on va beaucoup parler de violences intrafamiliales, de violences, même domestiques, mais on ne sait pas qui est l'auteur dans ce cas-là. Et c'est vrai que tu parlais d'Espagne. On peut peut-être parler de certains dysfonctionnements en Espagne aussi, mais le langage n'est pas le même. On parle de violences machistes, on parle de violences de genre, c'est clairement indiqué dans le langage qui sont les auteurs. Je pense qu'on aurait intérêt aussi à évoluer sur cette manière de parler par rapport au phénomène qui nous réunit ce soir. Donc, ce que nous dit aussi la Cour, mais ça on le sait peut-être de manière un peu plus forte en France, c'est que les violences au sein des couples, ce ne sont pas des affaires privées, ce n'est pas un conflit interpersonnel, c'est une affaire de société qui concerne tout le monde, femmes et hommes. Pour résumer rapidement, que doivent faire les États? Donc ils doivent mettre en place une législation, mais pas juste une législation formelle, il faut s'assurer qu'elle soit effective et efficace. Donc en France, je dirais que notre législation n'est pas trop mauvaise. Après, c'est plutôt au niveau de comment elle est interprétée et comment elle est appliquée. Mais quand on va regarder dans les différents codes, il y a quand même beaucoup de dispositifs juridiques qui sont présents. Donc là, on pourrait dire, allez, on coche ça. Mais après, on voit que dans les faits, les sanctions ne sont pas très importantes, qu'il y a beaucoup de mesures relatives à l'autorité parentale qui permettent à l'auteur de continuer le contrôle sur la victime quand il va par exemple chercher les enfants. Donc là, sur le côté efficace et effectif, là je pense qu'on pourrait encore faire des efforts. Ensuite, deuxième obligation, l'État doit mettre en place une évaluation des risques. On l'avait vu par rapport à un arrêt de la Cour européenne, il faut que l'on sache de manière certaine, quand la personne vient porter plainte, quel est le risque pour cette personne. Vous savez aussi, peut-être, que souvent, les femmes, quand elles vont déposer plainte, vont minimiser les faits. Ou elles vont revenir le jour d'après en disant « je veux retirer la plainte », ce qu'elles ne peuvent pas faire, mais ça c'est une autre question. Et donc, on ne peut pas s'en tenir uniquement à la parole de la victime. Ce n'est pas pour la nier, mais c'est pour se dire, pour avoir un critère, on va dire, objectif du risque. Et normalement, dans les commissariats et dans les gendarmeries, les agents devraient avoir des modèles pour évaluer les risques. Je crois qu'on en voit de plus en plus. Ça participe de l'évaluation objective des risques. Ensuite, troisième point, les États doivent mettre en place des mesures opérationnelles. C'est-à-dire, une fois qu'on a évalué le risque, il faut soit mettre en place des mesures de protection pour les victimes, soit mettre en place des mesures d'interdiction pour les auteurs de s'approcher. Si les États ne mettent pas en place ces différentes obligations, on pourrait envisager une violation reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme. En France, il y a d'ailleurs récemment, je crois, la sœur d'une victime qui a engagé la responsabilité de l'État pour faute lourde. Il y a plusieurs affaires
de cet ordre-là, et il y en a plusieurs. Il y en a une, par exemple, où c'était une jeune femme qui avait quitté son concubin. Elle était allée à la police pour déposer plainte. Elle avait parlé de harcèlement par le biais de son téléphone. C'était un gendarme, je crois. Le gendarme avait fait une réquisition, mais il s'était trompé d'un numéro sur son numéro de téléphone. Et donc, quand il a eu le résultat, il n'y avait aucun appel. Donc, ça s'est arrêté là. Et en fait, elle a été tuée peu de temps après. Et donc, la famille a engagé une responsabilité pour faute lourde de l'État, et l'État français a reconnu sa responsabilité. Pourquoi il n'y a pas de condamnation de la France au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme? C'est pas parce que tout va bien, c'est parce qu'en fait, au niveau du droit interne, en général, l'État reconnaît sa faute lourde. Donc ça, c'était la première partie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais passer à présent à la Convention d'Istanbul. Et ce que je veux dire, c'est que la Convention d'Istanbul, elle est de 2011, et le premier arrêt de la Cour, il est de 2007. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Convention d'Istanbul, quand elle a été mise en place, on s'est appuyé sur la jurisprudence de la Cour, et notamment aussi l'affaire Opus, qui est importante. Et maintenant, on voit qu'il y a vraiment un lien entre les deux corpus juridiques, puisque la Convention d'Istanbul s'est appuyée sur les affaires de la Cour s'appuie maintenant sur le texte de la Convention, et aussi sur des rapports du Grevio. Le Grevio, c'est un comité d'experts de 15 personnes qui vont vérifier si les États qui ont signé et ratifié la Convention appliquent correctement cette Convention. Donc, la Convention d'Istanbul, elle a été, le titre exact, c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est la traduction officielle. On pourrait discuter sur la traduction violence à l'égard des femmes, puisque à l'égard, c'est un peu sympa, alors que les faits sont vraiment pas sympas. Mais c'est la traduction officielle, on peut la changer. Donc elle a été adoptée le 11 mai 2011 à Istanbul, et elle est entrée en vigueur en 2014. Aujourd'hui, 38 États sur 46 ont signé et ratifié, et l'Union européenne a également signé et ratifié la Convention d'Istanbul. Cette convention est importante parce que c'est le premier instrument juridique contraignant. Contraignant, ça veut dire que les États, une fois qu'ils ont signé et ils ont ratifié, il faut qu'ils fassent ce qui est écrit dans la Convention. Mais au-delà de ça, la Convention, c'est un cadre global qui fournit un modèle en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et la Convention, elle est innovante dans ce sens-là, puisqu'elle prend acte que la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques ne peut pas se faire par le biais d'une seule mesure. Elle nous dit que pour mener à bien cette politique de lutte et éradiquer les violences, il faut mettre en place des mesures de prévention de violences, des mesures de protection, des mesures de poursuite des auteurs et des mesures qu'on appelle politique intégrée. En gros, il faut travailler ensemble, ça veut dire ça, politique intégrée, mais ça fait mieux politique intégrée. Ce que l'on peut relever aussi, c'est que la Convention est le premier traité international qui va donner une définition du genre. Et c'est aussi pour cela que de différents pays résistent à la Convention d'Istanbul, puisqu'ils mettent en avant qu'avec ce terme genre, on mettrait à mal la famille. Quand je vous donnerai la définition de genre, on verra qu'il faut vraiment le vouloir pour que ça mette à mal la famille. Je vous propose de diviser mon propos en deux points. Je suis encore dans les délais? Oui. Je vais voir dans un premier temps les raisons de cette convention, ça va être certainement des rappels, et puis après le contenu plus précis de la convention. Donc la raison, c'est ce que tu as dit, la première raison, je ne vais pas reprendre les chiffres, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Guinée, c'est qu'aujourd'hui en Europe, toutes les enquêtes montrent qu'il y a un nombre impressionnant de victimes de violences, quelle que soit la nature de la violence. Donc ça, c'était la première raison de la Convention d'Istanbul, et je reprends, sans les reprendre vraiment des chiffres. La deuxième raison de la Convention d'Istanbul,
c'est le fait qu'a été mis en avant les lacunes au niveau des États, et l'arrêt Opus l'a montré, quant à la protection des victimes et quant à la poursuite des auteurs. A été mis en avant un manque de réactivité des autorités compétentes, une insuffisance de moyens visant à la protection et au soutien des victimes, et une réponse pénale insuffisante. Enfin, pourquoi la mise en place d'une telle convention? C'est bien pour affirmer que les violences faites aux femmes et les violences domestiques sont intolérables. Elles ne sont pas le problème privé de quelques-uns et de quelques-unes, mais bien un problème public dont toute la société doit s'emparer pour y remédier. Donc là, on n'est plus sur la question des valeurs. Et la Convention, dans ce sens, précise que les violences sont les conséquences des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Donc la Convention lie bien les violences aux inégalités femmes-hommes ou de genre, comme on préfère. Donc quant au contenu, par rapport aux définitions, je vais en donner qu'une, hein, comme je disais, c'est l'article 3. Vous pouvez le lire ce soir en rentrant chez vous, c'est passionnant. Donc le terme genre, la Convention nous dit, ça désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construites qu'une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et les hommes. Tout simplement. Et on pourrait dire que dans des sociétés très traditionnalistes, c'est une convention qui devrait, enfin c'est une définition qui devrait leur convenir, puisqu'on dit que les femmes, dans une société, on leur donne certains rôles, et les hommes, on leur donne d'autres rôles. Donc ça va dans leur sens, parce que dans la Convention d'Istanbul, ce qu'on ne dit pas, c'est que les rôles qu'on attribue aux femmes sont plutôt dévalorisés, et les rôles qu'on attribue aux hommes sont plutôt favorisés. Comme la Convention, c'est quand même la rencontre de différents pays et beaucoup de négociations, ce côté inégalitaire n'a pas été mis en avant. Donc je pense que ça serait intéressant peut-être de rappeler aux pays qui font de la résistance sur la Convention d'Istanbul que l'article 3, finalement, il va dans leur sens. Bon, je ne sais pas si notre boulot, c'est de les conseiller loin de là, je pense. Mais bon. Donc, je vais reprendre les 4 axes de cette convention. Donc, comme je disais, prévention, poursuite, protection et politique intégrée. En général, on dit les 4 P de la Convention, les 4 piliers. Donc voilà, c'est un petit peu une manière de mettre en place le cadre de référence de la Convention d'Istanbul. Donc ici, la prévention, c'est vrai que souvent, c'est des choses qui passent à l'as dans nos politiques publiques. On le voit par exemple par rapport en France, par rapport à les interventions qui doivent être faites dans les écoles pour l'éducation à la vie sexuelle, pour les relations filles-garçons. On en parle de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment une politique publique très forte, obligatoire, avec des moyens importants. La Convention a l'avantage de montrer qu'il y a beaucoup d'articles sur ce plan-là dans la Convention. Elle nous montre le chemin à suivre, de dire qu'on le sait, sans prévention, on n'arrive à rien. On est juste sur la réparation. Mettre en avant la prévention, c'est permettre de faire évoluer les représentations stéréotypées des femmes et des hommes, représentations qui peuvent être le terreau des violences entre les femmes et les hommes. Pourquoi on s'intéresse à ces représentations? C'est bien parce qu'on pense que c'est un outil qui va nous permettre de mettre à mal ce nombre important de violences. Et puis, travailler sur ces stéréotypes, c'est aussi permettre d'éradiquer cette idée de l'infériorité des femmes, qui est aussi quelque chose de très ancré dans nos sociétés et qui permet ce nombre important de violences. Plus notre société est égalitaire, moins il y a de place pour la violence. Donc c'est vraiment l'axe directeur de la Convention. Comment cette mission se concrétise pour la Convention d'Istanbul? Elle nous parle des actions de sensibilisation, des actions d'éducation. La formation des professionnels est très importante. Elle nous parle aussi des campagnes auprès du grand public. Et dans cet axe-là, vous avez aussi des programmes préventifs et de traitement pour les auteurs de violences domestiques et d'infractions à caractère sexuel. C'est dans la prévention également.
Après, sur l'axe prévention, ce qui peut être intéressant de voir, c'est d'aller observer les rapports du Crédio qui s'intéresse à tous les pays et qui regarde comment ces différents articles sont mis en œuvre. On s'aperçoit que dans très peu de pays, la formation des professionnels est obligatoire et que quand elle est mise en place, elle n'est pas, comment dire, il n'y a pas la mise en place d'un regard intersectionnel, il n'y a pas aussi la mise en place d'un regard de genre par rapport aux formations. Donc on reste sur quelque chose de très neutre dans les différents pays. Alors que la Convention, on nous le dit, c'est pas neutre, c'est pas la même chose d'être une femme et d'être un homme par rapport à la question des violences. Ensuite, par rapport au deuxième volet, par rapport à la protection, la Convention met en place quelques axes directeurs. J'essaie de faire des choses sans faire trop de feuilles. Je vais essayer de... Ça fait une petite interview. Ah oui, j'avais quand même quelques exemples de choses qui fonctionnent bien par rapport aux bonnes pratiques, parce que ça, c'est intéressant. Il reste 3 minutes. Eh bien, en fait, les bonnes pratiques, c'est pas intéressant. Il y en a quelques-unes. Peut-être la protection. Il y a 3 axes directeurs qui sont mis en place dans la Convention. On nous dit qu'il faut mettre en place une coopération institutionnelle. C'est-à-dire, il faut travailler ensemble, il faut se connaître, il faut être multidisciplinaire, il faut se rencontrer régulièrement et autour de cas concrets. En France, on pourrait parler, par exemple, de ce qui se met en place par rapport à l'attribution des téléphones grave danger. Donc là, c'est différents partenaires qui se rencontrent pour attribuer les téléphones aux victimes de violences. Donc vous échappez à un article du Code pénal. Je vais essayer de conclure sans les notes. Ensuite, ce qui est important en matière de protection, c'est de dire que les structures qui s'occupent des victimes doivent suivre différents principes. Elles doivent être outillées sur la question des inégalités, elles doivent avoir une approche centrée sur la victime, elles doivent être, je dirais, féministes, et elles doivent mettre en place des accompagnements qui prennent en compte l'intersectionnalité. Donc c'est aussi important, et je pense qu'on n'y est pas du tout en France. Ensuite, la poursuite, c'est le 3e point, je vais aller très vite. La Convention dit qu'on doit mettre en place des infractions pénales pour les violences au sein des couples, pour le viol, pour le harcèlement, pour les mutilations génitales féminines. Il y a toute une liste de comportements qui doivent rentrer dans le code pénal. Et enfin, le 4e point, c'est les politiques intégrées. Et je dirais que je résumerais, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est résumé rapidement, mais dans le temps qui est imparti. Et puis, pour vraiment finir cette fois-ci, comme je vous disais, la Convention d'Istanbul, elle est accompagnée d'un comité d'experts qui vient vérifier si les États mettent en place de manière correcte ces articles, et la France va être contrôlée au dernier trimestre de cette année. Voilà, j'étais un peu longue, je m'en excuse et merci beaucoup. Merci beaucoup Anna pour cette présentation qui nous permet de voir combien cet outil européen a des incidences directes sur nos vies quotidiennes. Et par rapport au Grevio et le fait que la France va être expertisée cette année sur la mise en œuvre des politiques publiques, dire aussi que les organisations féministes, la FNCIDFF, la FNSF, mais aussi la CIMAD et le planning familial feront une contribution aussi à l'analyse de ces politiques publiques pour le verser au dossier de ce que la France a fait ou pas en matière de mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Merci infiniment. On va maintenant se connecter à Istanbul. Selime iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Bizi duyuyorsunuz. Evet. Tamam. Söz hakkı size veriyoruz. Tercüme de olacak.
Tercümeyi Türkçe yapıyor. Sizi dinliyoruz. Merhabalar, ben Selime. Öncelikle çok teşekkür ederim benim bu akşam etkinliğinize davet ettiğiniz için. Ben bugün Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ile imtihanından bahsetmek istiyorum. Hem sözleşmeyi imzalamaya götüren süreçten hem de bugüne doğru, yani sözleşmeden imza çekilmesi ve sonrasındaki süreçten bahsedeceğim bugün. Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Céline et aujourd'hui, tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité et aujourd'hui je vais vous parler surtout du processus de la signature et retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul et au-delà, qu'est-ce qui s'est passé aussi après le retrait en Turquie. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülmüş tartışmaları, Türkiye'nin sözleşmenin ilk imzacısı olmasına giden süreçten başlayarak anlatmak istiyorum. 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı aldığı karar, gerek Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı tutumu, gerekse devletlerin kadına şiddete karşı koruma yükümlülüğüne dair önemli bir karardı. Okus vs. Turkey adıyla da bilinen bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ilk defa bir devleti bir kadına şiddete karşı korumamaktan suçlu buldu. Bu karardan sonra İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aile şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin temellerinden birini de oluşturdu. Concernant les débats qui s'organisent autour de la Convention d'Istanbul en Turquie, je voudrais commencer mon propos en revenant sur le processus qui a conduit la Turquie à être la première signataire de cette convention. La décision dont Anna avait mentionné, rendue par le CEDH en 2009, qui condamnait la Turquie, était importante sur deux aspects. Un aspect, c'est l'attitude face à la violence faite aux femmes en Turquie, et deuxième, l'obligation des États de protéger les femmes face aux violences. Donc la décision, qui est connue sous le nom de Opus contre la Turquie, est la première condamnation d'un État pour manquement à l'obligation de défendre une femme face aux violences. Cette décision a constitué par la suite l'un des fondements de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, donc qui est connue sous le nom de la Convention d'Istanbul. Türkiye 2011 yılında imzaya açılan sözleşmenin İstanbul'da imzalanması için yoğun bir çalışma yaptı ve böylelikle ilk imzalayan ülke oldu. 2021 yılında ise sözleşmeden imza çeken ilk ülke oldu. Aradan geçen 10 yılda Türkiye'de değişen siyasi atmosferin aynı zamanda kadınlar aleyhine olduğunun da bir göstergesi oldu bu karar. La Turquie a activement œuvré pour que la Convention soit signée à Istanbul et elle a été la première signataire en 2011. Et en 2021, elle a aussi été le premier pays à retirer sa signature. Donc cette décision montre bien le changement de l'atmosphère politique en 10 ans, donc une évolution qui s'est faite contre les femmes. Türkiye'de kadına yönelik şiddet kadınlar açısından en yakıcı sorunlardan biri. Yapılan araştırmalara baktığımızda her 10 kadından yaklaşık 4'ünün yaşamı boyunca yakınları bir erkek tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Psikolojik şiddet ise hemen hemen her kadının maruz kaldığı bir şiddet biçimi. Yalnızca 2023 yılında ve basına yansıyan haberlerden edinilen veriye göre 333 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2023 yılında ki bu veri Türkiye'deki durumu anlatmak için çok önemli. Şiddet elbette toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanıyor ve şiddetin yaygınlığı ile eşitsizliğin derinliği arasında doğrusal bir ilişki var. Fakat bir diğer yandan devletin kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik siyasi irade eksikliği bu tablonun önemli nedenlerinden bir diğeri. La violence faite aux femmes en Turquie est le problème le plus saillant des femmes
Et les études faites à ce sujet montrent au cours de leur vie, 4 enfants sur 10 font l'objet de violences physiques commises par un homme de leur entourage. Et les violences psychologiques sont, quant à elles, une forme de violence qui touche la quasi-totalité des femmes. L'année 2023, à elle seule, nous permet, en nous basant uniquement sur la presse, de dénombrer 333 femmes tuées par des hommes. Donc c'est un chiffre très important et une réalité très importante. Cette violence se nourrit évidemment de l'inégalité de genre. Et un lien direct s'établit entre la répartition de cette violence et l'importance de cette inégalité. Et en plus, l'absence d'une volonté des pouvoirs publics de lutter contre cette violence est une autre cause de cette situation. Türkiye, daha doğrusu AKP hükümeti, Opuz davası ile uluslararası düzeyde zedelenen imajını da düzeltme amacıyla İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı ve ardından sözleşme ile iç yasaları uyumlu hale getirmek için yürürlükte olan ve kadın örgütlerince yetersizliği eleştirilen şiddet yasasını rafa kaldırıp yeni bir kanun çıkarmaya karar verdi. 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni temel alarak, kadın örgütlerinin görüşlerine başvurarak 6284 sayılı kanun çıkarıldı. Güzel bu alanda mücadele veren feministler ve kadın örgütleri olarak imzalandığı ilk günden başlayarak İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele verdik. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve mücadelede kılavuz niteliğinde kapsamlı bir sözleşme. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetin temelinde kadınlar ve erkekler arasındaki tarihsel eşitsizliğe işaret ettiği ve şiddetin sonlandırılmasının ancak bu eşitsizliğin kaldırılmasıyla mümkün olduğunu altını çizdiği için önemli bir sözleşme. Bizler de Türkiye'de sözleşmenin uygulanmasını bu nedenle çok önemsedik. Fakat aradan geçen yıllar boyunca sözleşmenin gerekliliklerini Türkiye yerine getirmedi. Bunda özellikle sözleşmenin izleme mekanizması olan Grevio, Türkiye incelemesini yaptığında ortaya koyduk. Alanda çalışan kadın örgütleri olarak İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu'nu kurduk ve bir gölge rapor hazırladık. Bu raporda uygulama sorunlarının yanı sıra kadın yönelik şiddeti sonlandırmaya yönelik irade eksikliğini de ortaya koyduk. La Turquie, ou plus exactement le gouvernement AKP, a signé la Convention d'Istanbul pour restaurer son image internationale abîmée par la décision opposée. Une fois cette convention signée, elle s'est mise en conformité avec cet accord en abrogeant l'ancienne loi concernant les violences. Donc la loi qui a été critiquée par les associations de femmes pour son insuffisance. Et en 2012, une nouvelle loi qui s'inspirant de l'accord et de l'avis des associations des femmes, la loi 6284, a été promulguée. Nous, en tant qu'association de femmes et féministes qui luttons sur le terrain, avons milité dès le premier jour pour que la Turquie applique cette convention. Cet accord était important non seulement pour les importantes ressources qu'il apportait dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi parce qu'il soulignait que le fondement de cette violence était historiquement lié à l'inégalité de genre. Donc, pour mettre fin définitivement à cette violence, il fallait s'attaquer à cette inégalité. C'est en ce sens que nous avons exigé, et nous continuons à exiger, l'application de cette convention en Turquie. Mais les années passant, la Turquie n'a pas mis en œuvre les moyens qu'elle devait mettre. Cette conclusion a été faite par le mécanisme d'observation créé par la Convention, Grevio, qui a été mentionné. Donc, en tant que militants de terrain, nous avons nous-mêmes créé un observatoire de la Turquie au regard de la Convention d'Istanbul. Et nous avons produit des rapports. Et ces travaux nous ont permis de souligner, d'une part, les problèmes d'application des mesures, mais aussi l'absence de volonté des pouvoirs publics de lutter contre ces violences.
Türkiye'de pek çok alanda yasalar ve uygulama arasında bir boşluk var. Söz konusu kadın yönelik şiddet olduğunda da bu uygulama sorunları kadınların haklarına erişmesini imkansız hale getiriyor. Ya da kadınları haklarını kullanmaları için mücadele etmek zorunda bırakıyor. Örneğin kadınlar karakola giderek maruz kaldıkları şiddete dair destek istediklerinde caydırıcı muameleyle karşılaşıyorlar. Bu da ise yaşadıkları şiddete karşı çaresiz kalmalarına neden oluyor. Şikayette bulunup yargı sürecini başlattıklarında ise failler cezasız kalıyorlar. Bir diğer ifadeyle mevcut yargı sistemi failleri cezalandırmayarak teşvik ediyor ve ödüllendiriyor. Il existe en Turquie, dans plusieurs domaines déjà, de nombreux vides entre les lois et leur application concrète. Donc, lorsqu'il s'agit des violences faites aux femmes, ces vides juridiques empêchent que les femmes puissent obtenir leurs droits ou les forcent à lutter pour pouvoir les obtenir. Donc, par exemple, lorsque les femmes se rendent au commissariat pour obtenir un soutien face aux violences qu'elles subissent, elles sont confrontées à un traitement qui les pousse à renoncer. Si malgré cela, elles portent plainte et engagent un processus judiciaire, les prévenus ne sont jamais sanctionnés. D'une certaine manière, le système judiciaire actuel récompense et motive les auteurs de violences en leur fournissant une certaine impunité. Sözleşmenin uygulanmamasına rağmen biz kadın örgütleri için yine de çok önemli bir araçtı. Mevcut eksikleri dile getirirken bir dayanak olmanın yanı sıra cinsiyet eşitsizliği ve şiddet arasında kurduğu bağ açısından önemli bir referanstı. 2019 yılına gelindiğinde İstanbul Sözleşmesi başta aşırı sağ ve dinci gruplar olmak üzere çeşitli erkek gruplarının hedefi haline geldi. Kadınların haklarına yönelik saldırılar İstanbul Sözleşmesi'ne saldırılarla başlamadı. Nafaka hakkına yönelik saldırılar başta olmak üzere kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıların bir devamı niteliğindeydi. Bu yönüyle sözleşme saldırıları da cinsiyet eşitliğine yönelik saldırıların bir uzantısı olarak okumak gerekiyor. Malgré sa non-application, la Convention était pour nous, pour les associations de femmes, un outil très important. Elle nous permettait non seulement de souligner les dysfonctionnements, mais constituait également une référence pour montrer le lien entre les inégalités de genre et la violence faite aux femmes. Et à partir de 2019, la Convention d'Istanbul a été prise pour cible dans des manifestations organisées par les différents groupes d'hommes, à commencer par l'extrême droite et les groupes religieux. Les attaques contre les droits des femmes n'ont pas commencé avec la Convention d'Istanbul. Elles ont été la continuation d'une série d'attaques contre ces droits, à commencer par la mesure de la pension alimentaire, par exemple. C'est en ce sens qu'il faut considérer les attaques contre la Convention d'Istanbul, donc l'extension des attaques contre l'égalité de genre. Dünyanın farklı yerlerinde, özellikle de son 10 yılda yaygın içinde görüldüğü üzere cinsiyet eşitliğine, özellikle de toplumsal cinsiyet kavramına hedefe koyarak yürütülen bir saldırı var. Bu saldırılar birbirlerinden çok farklı kültür ve toplumlarda gerçekleşse de benzer söylemleri kullandıklarını görüyoruz. Genellikle toplumsal cinsiyet kavramını düşman bir ideoloji ilan eden, aile korumak istesi altında kadınların haklarına saldıran bu hareketler geleneksel cinsiyet rollerini normalleştirmenin, bir diğer ifadeyle cinsiyet eşitsizliğini sürdürmenin peşindeler. Benzer bir şekilde Türkiye'de ortaya çıkan sözleşme karşıtlığı da sözleşmenin aileyi parçalamayı hedeflediğine, kültürümüze karşı bir sözleşme olduğuna ve eşcinselliği özendirdiğini savunarak sözleşme hakkında dezenformasyon kampanyası başlattılar. Bu saldırılarda açığa çıkan söylem LGBT artıları hedef göstermenin yanı sıra kadınları şiddet yaşadıkları evlere hapsetmeyi hedefliyordu. La dernière décennie a été marquée dans les 4 coins du monde par des attaques contre l'égalité de genre. Même si elles se déroulent dans des endroits très différents culturellement, il est à noter que ces attaques utilisent le même argumentaire. En général, ils déclarent que l'égalité des genres est une idéologie à abattre. Et sous couvert de protection de la famille,
Il cherche à normaliser les rôles traditionnels incarnés par les genres, ou dit d'une autre manière, à perpétuer les inégalités de genre. En Turquie aussi, ce discours s'est construit de la même manière, en expliquant que la Convention visait à détruire la famille, la culture turque, qu'elle visait à promouvoir l'homosexualité. Donc des campagnes de désinformation ont été organisées autour de ce thème. Au final, le discours qui en a découlé désignait comme cible la communauté LGBTI et visait à enfermer les femmes à la maison où elles subissaient la violence. Bu söylemin arkasında her geçen gün kadınların maruz kaldıkları şiddete karşı yeni bir hayat talep etmesi de var. Örneğin geçmişe göre Türkiye'de kadınlar daha geç evleniyorlar, boşanmalar artıyor, şiddet gördükleri erkeklere kadınlar hayır diyorlar, LGBT artılar geçmişe göre daha görünür. Bir diğer ifadeyle erkek egemen sistemde ezilenlerin baskı ve şiddete karşı ses çıkarması bu saldırıların temel motivasyonu. Bu dönüşüm sözleşme karşıtlığının ve cinsiyet eşitliği karşıtı politikaları yükselmesinin temel motivasyonunu oluşturdu Türkiye'de. Sözleşme karşıtlığının küçük bir grupla sınırlı kalmasına ve özellikle sözleşme karşıtı kampanya döneminde yükselen sözleşme desteğine rağmen Türkiye imzayı çekti. La raison du développement de ce discours réactionnaire est le fait que les femmes demandent une autre vie. Donc, l'onde de violences qui sont dirigées contre elles. Comparé à la période précédente, en Turquie, les femmes se marient plus tard, divorcent plus souvent, arrivent à s'opposer aux hommes en cas de violence. Donc, les LGBTI ont obtenu une plus grande visibilité. Donc, d'une certaine manière, celles et ceux que le système patriarcal opprime ont une plus grande tendance à résister. C'est cette évolution qui a conduit ces attaques à hausser le ton. Malgré le nombre limité de ce groupe anticonvention et malgré le soutien populaire à cet accord, à cette convention, la Turquie a retiré sa signature. İmza çekilmesinin ardından on binlerce kadın sokaklara çıktı, sosyal medyada sözünü söyledi. Kadın örgütleri, siyasi partiler, barolar, Danıştay'a başvurarak sözleşmeden çekilme kararının iptali için dava açtılar. Danıştay davaları reddetse de sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi resmi olarak onaylanmış olsa da kadın örgütleri bugün hala İstanbul Sözleşmesi'nde ısrarlı olduklarını vurgulamaya devam ediyorlar. Et après le retrait de la signature, des dizaines de milliers de femmes sont descendues dans la rue, ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Les associations de femmes et les partis politiques ont formé un recours au Conseil d'État pour bloquer ce retrait. Ce recours s'est soldé par un échec et le retrait de la signature est devenu officiel. Mais les associations de femmes continuent toujours à exiger la Convention d'Istanbul. Sözleşmeden çekilmenin en büyük etkisi de faillere verdiği cesaret oldu. Örneğin kadınlar benimle gönüllüsü olduğum Monçatı'yı arayıp erkeklerin insafına bırakıldıklarını ifade ettiler. Yani sözleşme zaten hiçbir zaman tümüyle uygulanmadı fakat çekilmenin verdiği mesaj şiddetle mücadele açısından büyük bir geriye gidiş yarattı. Cinsiyet eşitliği, örneğin ulusal eylem planından dahi çıkarıldı. Şiddetle mücadelenin cinsiyet perspektifi olmadan sürdürülmeye çalıştığı ve uygulama sorunlarının katmerlendiği bir döneme girdik. Uygulayıcıların pervasızlığı arttı ve kadınlar aleyhine yasal düzenlemeler konuşulmaya devam ediliyor Türkiye'de. La conséquence la plus importante du retrait de la Convention a été l'encouragement aux auteurs de violence. Par exemple, mon association Monçatı a reçu plusieurs appels de femmes disant qu'elles avaient été abandonnées au bon vouloir des hommes. Même si la Convention n'avait pas permis un recul significatif des violences, le retrait a été perçu comme un message très négatif dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, l'égalité de genre a même été supprimée du plan d'action gouvernemental. Le gouvernement tente de lutter contre ces violences sans avoir une approche
égalitaire de genre et les difficultés d'application sont décuplées. Les autorités ont un comportement de plus en plus désinhibé et l'on continue de discuter de l'adoption des mesures contre les droits des femmes. Özellikle şiddete uğrayan kadınlara birebir destek sunan kadın örgütlerinin çalışması iyice zorlaştı bu süreçte. Kadınların yaşadıklarına tanıklık ederken aynı zamanda destek mekanizmalarına başvurduklarında karşılaştıkları sorunları da görüyoruz. Çoğu zaman kadınları haklarına ulaşabilsinler diye desteklemek gerekiyor. Özellikle söz konusu göçmen ve kağıtsız kadınlar olduğunda İstanbul Sözleşmesi sonrası hiçbir dayanakta kalmadı. Çünkü Türkiye'deki destek mekanizmalarının çoğunda göçmen kadınlar yararlanamıyorlar. Kağıtsız kadınlar için ise hiçbir destek yok. Ve belki çoğunuzun bildiği gibi Türkiye'de 3 milyon göçmen olmasına rağmen. Donc il est devenu de plus en plus difficile pour les associations de travailler, surtout celles qui offrent un soutien aux femmes victimes de violences. On est témoin des violences que ces femmes subissent, mais également des difficultés qu'elles rencontrent lorsqu'elles se dirigent vers les mécanismes institutionnels de soutien. Il faut très souvent les accompagner afin qu'elles puissent bénéficier de leurs droits. Cette situation est exacerbée lorsqu'il s'agit de femmes migrantes sans papier. Depuis le retrait de la Convention d'Istanbul, il n'existe plus de fondement juridique pour aider ces dernières. Car en Turquie, la plupart des organismes d'aide ne couvrent pas les femmes migrantes et encore moins les sans-papiers. Et ce, malgré la présence de 3 millions d'immigrés en Turquie, comme vous connaissez la situation. Bu süreçte kadın örgütleri olarak biz bildiğimiz bir gerçeği tekrar deneyimlemiş olduk. Bizim en büyük gücümüz ve direnişimiz dayanışmamız her zaman. Yalnızca bu saldırılara karşı kurduğumuz iç ağlarda zaten var olan dayanışmamızda değil, aynı zamanda uluslararası dayanışmayla da yalnız olmadığımızı hissettik. Avrupa'nın dört bir yanından kadın örgütlerinin dayanışmasını hep yanımızda hissettik. Bu dayanışma da çok önemli çünkü Türkiye'de olanların sadece buranın kaderi olmadığını biliyoruz. Pek çok ülkede yükselen bu baskıcı rejimlerin önemli duraklarından biri her zaman kadın haklarına saldırmak ve bu saldırılara karşı da ancak dayanışmamızla ayakta durabileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Nous, les associations des femmes, ont une fois de plus ont vécu notre réalité que nous connaissons bien, c'est-à-dire que notre plus grande force est notre capacité de résilience qui provient de notre solidarité. Les liens tissés entre nous-mêmes lors de ces attaques est aussi la solidarité internationale que nous avons observée tout au long de ce processus, nous ont permis de ne pas nous sentir seuls. Nous avons toujours pu sentir la solidarité provenant des associations des 4 coins de l'Europe. Et cette solidarité est importante car ce qui se passe en Turquie n'est pas uniquement une fatalité limitée à ce pays. Les autoritarismes qui se développent dans plusieurs pays ont tous une étape commune, celle de l'attaque du droit des femmes. Et face à ces attaques, la résistance passe par la solidarité. Merci. Selim'e çok teşekkürler. Bizlerle paylaştığın bu analizler için çok enteresan. Ayrıca bu otoriter sistemde bu kadar cesaretle mücadele etmeniz için bizler için de çok güzel bir örnek. Onun için teşekkürler. Ayrıca 8 Mart yürüyüşündeki düzenlediğiniz, sergilediğiniz güç, cesaret dünyaya da yaydığından eminim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Remercier Céline d'avoir partagé ses analyses avec nous et puis surtout de les remercier et de dire à quel point on est admiratif de ces femmes qui en Turquie, malgré ces régimes autoritaires, continuent à lutter et à être un exemple pour nous. Et par ailleurs, durant la marche du 8 mars, eh bien, les femmes ont continué à marcher malgré la répression avec des manifestations relativement incroyables. Donc voilà, je crois qu'on peut encore une fois les remercier et leur rappeler notre soutien depuis la France.
dure 5 minutes, Preuve d'amour de Camille Garbi. Donc on vous propose d'abord de visionner la vidéo et ensuite Camille en dira quelque chose et ensuite on passera une série de questions-réponses.